Bon, on va y aller tranquillement, en fait. Ben, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes bienvenue au troisième webinaire, en fait, qui s'appelle, vous avez vu le titre avant, le récit de la prospective pour faciliter la compréhension et la participation publique à l'anticipation des enjeux du futur. On vous accueille sur l'heure du dîner, en fait, de façon très humble. Donc, aujourd'hui, je me présente, Normand Roy, je vais être l'animateur. En fait, je suis professeur en sciences de l'éducation au département de psychopédagogie et d'andragogie. Je fais partie du comité sur l'inventivité de l'Université de Montréal. En fait, c'est le troisième webinaire d'une série de quatre, en fait, de quelques-uns. En fait, il y en a déjà deux autres qui ont été faits. C'est le troisième. C'est organisé par le Laboratoire d'innovation, par le vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, et aussi le vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études. Pour cette série de webinaires-là, en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est de regrouper des chercheurs, chercheuses de différents domaines, et des gens du corps professoral et des écoles affiliées, pour qu'ils viennent partager des expériences en lien soit avec l'enseignement et la recherche. L'idée étant justement de faire des rencontres peut-être improbables, que je pourrais dire, des gens en fait qui n'ont peut-être pas collaboré naturellement ensemble pour les amener à discuter, échanger d'un sujet. Aujourd'hui, en fait, on a deux invités, Franck Scherrer et Pascal Lehoux, qui vont peut-être se présenter un peu. Là. Donc, Pascal Lehoux est professeur au département de la gestion, d'évaluation et de la politique de la santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche en santé publique. Le titre est long. Et Franck Scherrer, professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal et directeur académique de Chemin de transition. En fait, ce qu'on vous propose ce midi, c'est deux courtes présentations. D'abord, Franck va nous présenter les résultats d'un projet qu'il a mené. Ensuite, Pascal va nous présenter aussi, dans sa perspective, un autre projet. Et l'idée, après ça, c'est de discuter et d'échanger justement sur leurs différentes perspectives en lien avec la participation publique ou comment on peut faciliter la compréhension et la participation publique dans les enjeux du futur. Vous êtes invité à laisser des commentaires dans le clavardage pour poser des questions quand vous voulez. De mon côté, en fait, je vais les prendre, je vais poser des questions et je vais animer la discussion. Donc, c'est à peu près 10 minutes par présentation et une période d'environ 20 à 25 minutes d'échange et de discussion qui sera animée par moi, mais par vous également, je l'espère. Donc, n'hésitez pas. Et si vous voulez une question, vous pouvez l'écrire directement dans le clavardage ou vous allez pouvoir lever la main avec le bouton dans le bas et vous allez pouvoir activer votre micro. Sur ce, en fait, je vais laisser la parole à Franck qui va nous faire nous présenter les résultats de son projet. Franck, la parole est à toi. Merci Normand. Je vais partager mon écran pour quelques diapositives à l'appui de cette présentation. Donc, on s'est mis d'accord pour vous présenter nos deux approches, Pascal et moi, vraiment pour vous donner les éléments de base. Puis effectivement, après, on pourra revenir sur des points un peu plus précis ou revenir sur la pratique, les bons cours, proprement parler de ce qu'on propose. Mais au fond, ce qu'on propose, c'est pourquoi on est un peu obligé d'être inventif dans le cas de mon projet, c'est que c'est un projet de mobilisation de connaissances, mais qui porte sur le futur. Et donc, comment on mobilise les connaissances du futur, ça c'est quelque chose qui est un peu inédit. C'est un projet qui est en cours, donc on peut quand même commencer à en tirer des leçons, mais peut-être pas autant que ce que Pascal pourrait faire, c'est un projet qui lui est achevé. C'est un projet aussi assez ambitieux, qui est mené par Chemin de transition, qui est une initiative de l'Université de Montréal et d'Espace pour la vie à l'ensemble muséal autour du Jardin botanique de la ville de Montréal. Et c'est un projet qui vise à… Alors, il va falloir que je réussisse à faire passer les diapos. Ça, c'est toujours le même problème. OK, c'est là. Voilà, je vais y arriver ici. Qui est parti d'une forte ambition, en quelque sorte, c'est de pouvoir apporter à la société québécoise un certain nombre d'outils pour pouvoir anticiper et choisir la meilleure trajectoire possible face aux bouleversements que connaît la planète, les changements climatiques, la chute de la biodiversité, de manière générale, toutes les crises environnementales qui vont profondément changer nos modes de vie, sans qu'on sache très exactement dans quelle mesure, donc avec beaucoup d'incertitudes quant à la façon que nous allons pouvoir le faire. Et donc, l'ambition, c'est de mobiliser assez de connaissances sur les trajectoires possibles pour pouvoir en choisir une plus souhaitable qu'une autre. Donc, partant de ce principe qu'il est possible de choisir notre transition, au moins en partie, plutôt que de subir complètement les effets des crises et des transformations liées à l'environnement de la planète. Donc, on parle de transition socio-écologique couramment. Les chemins de transition, c'est donc, comme je l'ai dit, un dispositif de mobilisation de savoir, mais qui a plusieurs caractéristiques. Et la première, c'est que c'est une mobilisation tous azimuts.
C'est-à-dire, ce n'est pas un travail qui se fonde uniquement sur une expertise disciplinaire, c'est très interdisciplinaire et c'est même au-delà des savoirs académiques. Il s'agit de façon très horizontale de mobiliser à la fois des savoirs scientifiques, mais aussi citoyens, experts, professionnels, activistes, afin qu'on puisse identifier collectivement les chemins pour mener donc la société québécoise d'une trajectoire plus souhaitable. Puis ce projet est mené sur 3 grands défis de la transition. Le défi de la transition numérique, on va être dans un univers de plus en plus numérique qui peut à la fois nous aider à trouver des solutions à la crise écologique, mais qui en même temps peut se traduire par une explosion incroyable de l'empreinte environnementale de ces usages. Le défi de la transition alimentaire, si vous avez suivi un tout petit peu le dernier rapport du GIEC, vous avez dû en entendre parler au moins dans les journaux, etc. On sait qu'il faut qu'on change de façon de manger pour pouvoir diminuer là aussi notre impact sur la planète, mais aussi de la façon de produire l'agriculture, la question du gaspillage alimentaire, et puis le défi du territoire. C'est celui-là que je veux plus utiliser là pour illustrer très rapidement, qui porte sur comment habiter le territoire québécois de façon sobre du point de vue de la consommation, de l'émission de gaz à effet de serre, de façon à la consommation de ressources et résiliente dans un contexte de transition écologique. Alors, pour mener cette mobilisation de connaissances, on s'appuie sur donc la prospective, qui est une démarche qui en fait existe depuis assez longtemps, qui a été utilisée dans plein de contextes, mais qui l'a utilisée dans un contexte particulier de mobilisation de connaissances et d'approche participative, d'aller essayer de voir comment des publics très variés peuvent se forger une idée, anticiper le futur, explorer les futurs possibles. Donc la prospective, c'est un outil qui mêle connaissance et créativité pour explorer les futurs possibles, il n'est jamais donné, qui permettent justement de dépasser certaines limites de la modélisation, qui ne permet pas véritablement de prédire des futurs incertains comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et dont les résultats, c'est à la fois en termes de capacité, de renforcer la capacité anticipatoire. Il y a une ambition notamment chez nous de littératie de la prospective, littératie des futurs, c'est-à-dire d'augmenter la capacité tout un chacun de pouvoir se faire une image future, mais aussi d'explorer des idées un peu nouvelles, un peu audacieuses, innovantes dans des contextes de très forte incertitude. Et la prospective, c'est donc quelque chose qui est très complémentaire des approches très modélisatrices que l'on a, notamment dans le domaine du climat, par exemple, notamment pour construire un langage commun et rendre plus concret la transition. C'est pour donner des poignées, en fait, et c'est pour ça qu'on va utiliser, au-delà de la prospective, des récits de prospective, c'est-à-dire des mises en fiction qui permettent de déclencher réellement une projection des participants dans ce futur et de pouvoir récupérer leurs informations. Alors, ça s'appuie sur des méthodes qu'on a développées dans une petite équipe de recherche précédemment à la faculté de l'aménagement. On a, d'une manière générale, expérimenté ça dans plein de dispositifs participatifs. Dans le cas de chemin de transition, on va depuis le fait d'identifier, de diagnostiquer quelles peuvent être les tendances futures, les signaux faibles, les tendances émergentes, jusqu'en passant par l'exploration du futur, puis ensuite de tracer des chemins possibles et que l'on puisse partager auprès du grand public et auprès également de groupes qui sont engagés dans le domaine de la transition socio-écologique, notamment dans les municipalités, un peu partout au Québec, par exemple. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne notamment par cette étape, qui est la seule que je vais détailler ici, qui est à partir donc d'un diagnostic des tendances, des signaux faibles, qui est fait de façon très large, avec toute une consultation de beaucoup d'experts et en faisant une revue de littérature élargie, de construire, de combiner des scénarios qui sont contrastés, des scénarios qui sont ni noirs, ni roses, ni tendanciels, mais ils sont comme 4 figures très différentes du futur possible de la transition, avec des hypothèses sur l'évolution possible des grandes tendances, des grandes composantes de la société. Et à partir de là, on fait des ateliers de co-design prospectif. On en a organisé 30 qui ont mobilisé 350 personnes très, très différentes à travers tout le Québec. C'était en ligne, évidemment, parce qu'on a fait ça pendant la pandémie. Et cet outil-là du co-design, c'est un outil participatif, c'est-à-dire qu'on fournit une matière au départ, c'est un scénario, on a mis la combinaison des variables dans un récit. Alors, voici par exemple ce récit sur la batterie de communautés sobres, dans lequel on a une trajectoire, dans lequel finalement on a des blocs continentaux, c'est un peu ce qui se dessine avec la guerre en Ukraine, qui se sont constitués. Et on a des accords avec les États-Unis qui on leur fournit beaucoup d'énergie verte, mais aussi des minerais. D'une certaine manière, ça pèse sur nos finances et il faut qu'il y ait une auto-organisation beaucoup plus forte des communautés pour
développer une autogestion des ressources collectives. Donc, c'est beaucoup autour des communs, ce scénario-là, un peu partout au Québec. Puis, ça raconte la journée, ça raconte une réunion du conseil de quartier en février 2040. Puis, on voit les problèmes du quotidien de ce conseil de quartier du futur, avec des choses tout à fait étonnantes dans la façon de s'alimenter, de se chauffer, etc., de vivre dans ce type de futur-là. Et en fait, ces scénarios, ce sont des déclencheurs de discussion sur le futur souhaitable. Et donc, toute la démarche qu'on a ensuite dans l'atelier, c'est avec un guide d'animation très précis, c'est d'amener à identifier auprès de ces publics variés les éléments de futur souhaitable, les éléments de futur redoutable et des éléments qui ensuite vont pouvoir être identifiés dans certaines leurs contradictions qu'on va creuser pour composer, en fait, à la fin des 30 ateliers de co-design, une vision collective du futur souhaitable du Québec dans ce domaine. Je ne vais pas évidemment le développer ici, puis j'ai une diapo sur les leçons à tirer, mais je vais m'arrêter ici parce qu'on y reviendra probablement. Je voulais juste vous expliquer voilà, le dispositif. J'arrête de partager. Un grand merci, Franck. Donc, et vous allez comprendre ensuite pourquoi le pont entre les deux présentations. Donc, Pascal, à toi la parole, je vais t'épingler et je te laisse y aller. Merci. Puis, en introduction, Normand a spécifié que j'étais à l'école de santé publique, mais je dois dire que mon premier cycle, je l'ai fait à la faculté de Franck en design industriel. Donc, peut-être ça explique une partie des points communs. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de résumer en 10 minutes une étude qui s'est étalée sur un peu plus de 3 ans, qui s'intitulait « Dessine-moi un futur ». Donc, pourquoi on s'intéresse à la prospective? Parce que l'ancrage dans lequel moi je me situe, c'est que la plupart de nos visions du futur et aussi ce que j'appelle nos présomptions, c'est-à-dire à la fois nos biais et nos valeurs, elles sont sous-jacentes de façon très structurante dans l'innovation technologique. Puis, ces présomptions-là, ces visions-là sont déjà assez actives dans le présent, donc on peut aller les chercher. Ce sont des visions qui sculptent nos dynamiques culturelles, sociopolitiques et qui, en retour, façonnent le type d'innovation que l'on crée. Donc, une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on devrait laisser seulement les experts décider de cet avenir technologique dans le domaine de la santé? Quand on a démarré notre étude, en 2013, on s'est inspiré de d'autres initiatives similaires, notamment en Norvège et aux Pays-Bas. Celle en Norvège portait sur les technologies du vivant, celle aux Pays-Bas, elle était sur les nanotechnologies, avec l'intention explicite de développer l'opinion publique à travers une série d'activités sur une période d'1 an. Donc, il y a 3 fondements là, théoriques que je pense valent la peine d'être précisés pour notre étude. D'abord, en ce qui concerne la prospective, comment on les comprend, c'est que ce sont des scénarios où on représente des futurs plausibles, puis ces futurs-là s'inspirent du passé, donc c'est-à-dire des controverses qui nous aident à mieux anticiper certaines qui pourraient se dérouler dans un avenir proche. Puis en s'appuyant sur les travaux de Bennick, une philosophe aux Pays-Bas, l'idée, c'est de soutenir aussi la réflexivité des participants, donc de faire réagir. D'autre part, on s'intéresse aussi aux récits qui nous permettent d'échanger d'une façon non menaçante, parce que le récit crée une légère distance entre les personnes et ce qu'elles vivent et ce qu'elles pourraient vivre. Puis ça mène à ouvrir des nouvelles perspectives, mais aussi à transformer. Autrement dit, le récit de soi et le récit des autres est transformateur. Les fondements se situent beaucoup du côté de la démocratie délibérative à la Bowman. Donc ici, ce n'est pas des sondages ni de la consultation publique, mais c'est réellement une position de délibération. Donc, on se retrouve à devoir clarifier nos positions face à nous-mêmes et face aux autres. Dans ce type de clarification-là, on peut également avoir ce qu'on appelle des désaccords productifs, c'est-à-dire nous amener à dépasser certains verrous. Puis ça nous aide aussi à rendre plus explicites des dilemmes qu'on aurait insoupçonnés, c'est-à-dire que ici, c'est vraiment l'intelligence du groupe qui est mise au premier plan. Donc, nous, de notre côté, l'étude se projetait en 2030-2040. Elle a été financée par les IRSC. On avait 3 objectifs. D'abord, mieux comprendre comment le public évalue la désirabilité des innovations en santé. Ensuite, on voulait avoir des connaissances plus substantives, c'est-à-dire aller dégager les enjeux
que soulevaient 3 innovations fictives, mais plausibles. Donc, un vêtement intelligent qui avait pour objectif de soutenir l'apprentissage chez les adolescents. Ensuite, un micro-dispositif implanté dans le cœur qui permettait de détecter des cellules susceptibles de causer de l'arythmie. Donc, cette histoire-là se base beaucoup sur, par exemple, du côté des mutations génétiques associées au cancer du sein. La question va se poser d'une mastectomie. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'on intervient alors que les risques se présentent dans le futur? Le troisième, c'était un robot d'assistance personnelle pour personnes âgées. Donc, un exemple qui est toujours d'actualité. Notre troisième objectif était davantage méthodologique, c'est-à-dire est-ce que en utilisant du multimédia, des vidéos, des récits en ligne, est-ce que ça nous permet de réduire l'écart d'expertise pour pouvoir être plus inclusif sur la participation du public, parce que c'est souvent des sujets où on juge que c'est tellement technique que les gens du public ne peuvent pas y participer. Donc, notre étude avait 2 composantes. Dans un premier temps, 4 ateliers délibératifs avec une dizaine de participants. On les a appelés des ateliers parce que c'était assez long, 3h30, pour nous donner l'espace pour pouvoir discuter des 3 technologies fictives. Donc, on présentait une brève vidéo qui résumait qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et ensuite un approfondissement en groupe de façon successive pour les 3 technologies. La deuxième composante, on invitait évidemment les participants des 4 ateliers à se joindre à de nouveaux participants sur un forum qui se voulait asynchrone, qui s'est étalé sur une période de 5 semaines. Ici, l'hypothèse, c'est que si on prend le temps de méditer, réfléchir, si on écrit au moment si on écrit nos commentaires au moment qui nous convient, on peut peut-être avoir un petit peu plus de réflexivité ou de profondeur. Puis dans ce forum-là, il y avait 2 dilemmes, un davantage collectif et un plutôt individuel ou personnel. Je vous montre ici des photos de notre laboratoire qui est à l'École de santé publique. Donc, nous, on est sur Avenue du Parc, près de Jean Talon. Donc, vous voyez au premier plan les tables disposées en rond avec des cartons, avec des pseudonymes. Puis, dans le fond de la salle, c'était la zone de projection des vidéos. La prochaine diapo va vous étourdir un tout petit peu, mais c'est pour vous montrer un peu les astuces, les trucs qu'on a exploités pour créer quelque chose qui nous projette dans le futur, mais qui est relativement plausible. Donc, utiliser des écrans verts pour relocaliser des comédiens d'une troupe amateur. Utiliser, par exemple, ici, on voit le robot qui parle avec Catherine. Donc, ici, vous avez une capture d'écran de la plateforme en ligne. Donc, c'est tout simple. On a utilisé WordPress, donc un premier billet en 2030, qui est le dilemme collectif. Quelle est la place des vêtements intelligents dans la vie des jeunes? Un peu plus bas, un dilemme personnel où on a un personnage qui va rencontrer des défis puis devoir résoudre un dilemme particulier. À droite, vous voyez le panneau de commentaires. Donc, les participants pouvaient revenir puis voir qui avait commenté leurs commentaires et poursuivre l'interaction. Donc, c'est une étude qui a évidemment eu des retombées de type recherche, un mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat, un stage postdoctoral. J'ai mis dans les blocs en bleu des exemples de publications. Là, dans le bas à gauche, c'est la première fois que je faisais ça, mais j'ai publié le protocole de l'étude parce que je me suis dit, il y a une originalité. En haut à droite, c'est des publications qui étaient plus substantives, c'est-à-dire qui ont exploré les défis liés à chacune des 3 technologies. Puis dans le bas à droite, c'est pour montrer les publications où il y a un approfondissement théorique un petit peu plus avancé. Par exemple, c'est quoi le rôle de l'imagination morale dans la gouvernance anticipatoire? Et ces publications m'ont permis de développer la suite d'un programme de recherche. Il y a également eu des retombées grand public. On a créé un site web où nos outils de délibération sont disponibles. On a également un rapport non technique qui est accessible. Puis, on a eu le plaisir de travailler avec le BDiste Martin PM,
qui nous a fait une BD reportage sur l'étude. Donc, on a imprimé la BD, on l'a mis dans la poste avec un thème, on l'a envoyé à nos participants. C'était à la fois en guise de remerciement, mais aussi pour poursuivre la discussion, leur montrer qu'est-ce que l'étude avait mené. Ici, c'est une capture d'écran d'une des planches où on discute du robot. Puis je trouve qu'une des forces de la BD, c'est un peu là, les cases vers le bas, où là, on discute des avantages des robots. Il y a quelqu'un qui se dit, ouais, mais est-ce qu'on se repose sur les robots parce qu'on ne s'entraide plus? Est-ce que c'est le robot qui va nous donner un bec sur le front avant qu'on s'endorme? Puis là, il y a un petit moment de rire, puis après ça, un silence qui montre l'inconfort. Donc, je pense que la force de la BD, c'est d'illustrer, puis c'est très proche aussi des données qualitatives que l'on a exploitées. Donc, on peut se demander à quoi ça sert de discuter de technologies qui n'existent pas vraiment. C'est le type de travaux que moi, je situe du côté des politiques d'innovation parce qu'on sait qu'il reste des écarts assez persistants entre ce que le public souhaite réellement, puisque les responsables des politiques à la fois comprennent et proposent en termes de direction technologique. Ce que notre étude montre, c'est que si on se donne les moyens et la peine de rendre le sujet accessible, puis les bases techniques vulgarisées, bien, les membres du public peuvent et souhaitent ardemment discuter de ces sujets-là qui captent leur attention. La fiction fait partie des moyens qui nous permettent d'influencer comment des idées sont reçues, partagées, remises en question. Donc, c'est très différent d'une situation où on prend des vraies décisions dans des localités avec des priorités. Mais ce type d'exercice-là produit des connaissances qui sont pertinentes. Puis je vais terminer avec une note plus générale qui nous invite à la fois nous comme chercheurs, mais aussi les membres du public à considérer avec attention nos positions normatives, nos biais. Je pense que je fais partie de ceux qui croient beaucoup dans la consultation publique, mais en même temps, il faut savoir aussi démêler ce qu'il y a dans ces perceptions-là qui peuvent être matière à préjudice. Donc, je vais m'arrêter ici, puis j'espère avoir partagé l'enthousiasme et vous inviter à adapter ou répliquer ce type de méthode. Merci beaucoup, Pascal. En fait, j'ai oublié de faire l'avertissement au début, là, mais c'est enregistré, là, donc s'il y en a qui veulent pas se faire, quand ils vont poser des questions, si vous avez des questions ou vous voulez parler, en fait, n'oubliez pas que c'est enregistré, donc vous pouvez éteindre votre vidéo ou le laisser dans le clavardage. Moi, ce que je propose, en fait, je vais briser la glace avec une première question, en fait, mais vraiment, j'ai mon chat qui est ouvert, j'ai la liste des participants. Si vous avez une question dès maintenant, vous pouvez lever la main. Puis en attendant, je vais vous poser une première question. J'ai pris des notes, puis en fait, ce que j'ai trouvé intéressant de vos deux présentations, Frank t'a parlé de connaissance et de créativité, hein, explorer les futurs, 30 ateliers de co-design prospectif. De ton côté, Pascal, j'ai pris en note, tu as nommé en disant c'est ni sondage ni consultation, c'est l'intelligence du groupe qui est mise au premier plan, en fait. Et moi, je viens des sciences de l'éducation, je ne le cacherai pas, je viens des focus group traditionnels où finalement on pose des questions et le groupe réagit beaucoup quand même à ça. Vous avez eu deux façons très différentes. C'est des postures différentes de chercheurs quand même. Là. Du co-design prospectif d'un côté, des ateliers délibératifs de l'autre. Je serais curieux de vous entendre à tour de rôle un peu sur mais c'est quoi les enjeux et les leçons qui ont été tirées de ce type de recherche-là, en tout cas, qui, tu l'as dit, Pascal, qui ne molise ni le sondage ni la consultation. On n'était pas dans on vous demande votre avis, les gens devaient prendre position. Franck, il y avait aussi cette idée-là de connaissance et de créativité. Hein. On se projette dans des choses qui n'existent pas. Je serais curieux de voir vos deux points de vue là-dessus sur, à partir de votre expérience, en fait, là, dans vos deux types de collègues de données, c'est des collègues de données, en fait, qui sont différentes. C'est quoi les enjeux et les leçons tirées, en fait, qui pourraient justement aider les gens, peut-être qui s'intéressent à ce type de méthodologie-là ou en tout cas d'approche-là en recherche. Je vais y aller avec Franck en premier, peut-être, Pascal ensuite, si ça convient? D'abord, je pense que vous avez vu quand même qu'il y a, même si c'était des objets différents, et si c'était des objectifs qui étaient un peu différents, il y avait quand même beaucoup de proximité entre les approches, peut-être moins détaillé l'aspect récit et ce qui se passe dans l'atelier de co-design, mais au fond, des deux côtés, on est face un petit peu à une double difficulté.
La première difficulté, c'est que penser le futur, penser les choses qui n'existent pas, mais qui pourraient advenir, donc comment anticiper, ça peut être des risques, ça peut être effectivement des changements de société profonds. Les outils qui existent jusqu'à présent, c'est des outils qui sont à la main des experts. C'est de la modélisation, c'est des projections, c'est des équations économiques, ou c'est éventuellement de la prospective un peu plus qualitative, comme celle qu'on fait, mais souvent c'est mené par des experts, puis vous en avez encore beaucoup, il y en a beaucoup en Europe qui se fait, aux États-Unis également. Finalement, on ne saisit pas les savoirs expérientiels à travers ça. Mais la question, c'est quoi le savoir expérientiel du futur? Donc, il faut mettre les gens en situation. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste faire un focus group pour interroger l'expérience des gens, parce que c'est une expérience qui n'existe pas. Donc, il faut les mettre en situation. C'est un peu comme quand vous regardez une très bonne série à la télévision, puis vous vous projetez, et donc vous vous mettez en situation, puis à partir de ce moment-là, on peut saisir des réactions, des attitudes, etc. Donc, c'est là où les outils de créativité sont utiles. Mais au fond, la première leçon, c'est de se dire que tout le monde peut anticiper le futur, tout le monde peut contribuer à ça. Il faut vraiment, il faut dépasser le syndrome de l'imposteur, puis c'est un peu là la leçon qu'on tire de notre co-design, c'est que ça aide beaucoup les gens, alors qu'on leur demande de penser quelque chose qui paraît comme incommensurable. C'est quoi la société de demain, alors que la crise écologique est monstrueuse, puis qu'on nous dit de plus manger de viande et de plus rouler en auto, là, en char? C'est quoi? Comment ça crée de l'anxiété, ça crée comme une impuissance. Donc, la leçon, c'est de se dire, ça aide les gens à dépasser ce syndrome de l'imposteur, de se projeter grâce à ces dispositifs qui abaissent la marche, si vous voulez, par rapport à l'expertise, par rapport aux grandes modélisations un peu effrayantes. Donc, ça permet vraiment d'aller chercher les gens et d'aller chercher des choses qui enrichissent de façon considérable, parce que ça permet notamment de capter ce qu'on appelle les enjeux orphelins en participation publique, c'est-à-dire tout ce à quoi on n'a pas pensé en tant qu'expert. Ça, c'est quelque chose qui est un enrichissement des scénarios dans les façons de voir, dans les façons de percevoir, dans cette sorte d'anticipation morale, par exemple, etc., des conflits que ça peut créer, avec des points de vue très différents. Donc, c'est vraiment cette capacité à aller saisir ce type de choses qu'on ne pense pas qu'on a en soi, mais qu'en fait, on a tous, pour autant qu'on se met dans le dispositif. Et ça marche très bien. Moi-même, j'étais assez sceptique au début, parce que j'ai d'abord fait de la prospective d'experts, et je me suis rendu compte que ça marche très bien. Puis de toute façon, l'affaire, c'est qu'on n'a pas tellement le choix, parce que l'ampleur des mutations qui sont en cours dans les 10-20 ans qui viennent font qu'on n'a pas idée de là où on s'en va. Donc, soit on se dit, on n'a pas idée, puis on s'arrête là, soit on y travaille. Puis c'est un peu aussi parce qu'on n'a pas trop le choix, en tout cas, moi, je trouve que c'est important de le faire. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus en attendre comme des décisions. Ça relève d'une autre logique, de revenir au temps présent, de se dire si c'est ça le futur souhaitable, par quoi on commence, etc. Puis ça relève d'une autre logique, mais il ne faut pas en attendre trop. Mais par contre, cette capacité à aller saisir la façon dont les gens peuvent comprendre les enjeux de demain, c'est très difficile de le faire autrement que comme ça, me semble-t-il. Peut-être de mon côté, il y a deux catégories de défis que je soulèverais. Le premier, c'est que dans le domaine de la santé en général, les technologies sont perçues comme prometteuses. On parle du futur comme quelque chose de wow, qui va nous amener ailleurs, qui va vraiment nous aider à guérir des choses insoupçonnées. Donc, on était un peu à contre-courant de cette vision-là. Puis, ce qui est important ici, c'est, au Québec, là, grosso modo, c'est pas loin de la moitié de nos dépenses qui vont dans le domaine de la santé. Donc, si on veut suivre Franck puis faire la transition, on a besoin de bien réfléchir où on investit du côté de la santé. Donc, un premier défi, c'est de faire en sorte que ce futur-là, qui est un peu inatteignable, mais qui est très rose en général, du côté de la santé, devienne quelque chose de matière à discussion auquel les membres du public peuvent s'approprier. Le deuxième défi qui en découle, c'est au niveau de la vulgarisation. Puis je pense que l'idée des récits nous a beaucoup aidés. Je pense que cette idée qu'il y a des personnages à qui il arrive des choses dans un quotidien qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais plausible, fait en sorte que le défi de la vulgarisation, c'est vraiment de trouver les langages, les mots appropriés pour rendre ça complètement abordable, un sujet là, qui fait en sorte qu'on peut en parler le soir
à la table là, avec la famille ou les amis. Donc, ce défi-là de vulgarisation était important, puis ça prend du temps. Pour y arriver et ça prend des gens qui sont compétents de ce côté-là. Merci Pascal et Franck. Et je vais prendre la balle au bon, Pascal, parce qu'il y a une question qui vient de nommer quelque chose que tu as parlé dans ce que tu as dit ici. Tu as parlé du système de la santé, en fait, l'avenir de la santé. La question est justement directement là-dessus, elle vient de la salle. Sur quels aspects le Québec devrait se pencher pour la prospective, pour son système de santé? Sur quoi? Donc, tu as intervenu sur certains sujets actuellement. Franck avait d'autres éléments en lien avec l'environnement, mais je vais t'envoyer la question à toi, puis peut-être que Franck va pouvoir réagir ensuite. Mais selon toi, la prospective du côté de la système de la santé, sur quoi on doit se projeter en ce moment pour le Québec? Mais là, évidemment, là, c'est une question de ministre en plus. Là. On va vraiment être dans cet esprit-là pour les prochains mois et les prochaines années. Il y a plusieurs éléments de notre système de santé qui méritent d'être repensés. Il y a aussi une transition numérique qui entre en scène. Mais selon moi, les aspects de prospective, puis peut-être je vais simplifier à outrance, mais avec mon chapeau de santé publique, ce que je trouve très important, c'est qu'on comprenne comment amener le bon soin au bon patient par le bon professionnel, donc au bon endroit. Donc, réfléchissez ici à comment on peut prendre en charge des communautés qui sont à peine éloignées des grands centres urbains. Comment on peut éviter à une personne âgée de se présenter à l'urgence parce que ce n'est pas l'endroit où c'est le plus évident de bien la prendre en charge. Donc, on doit penser, autrement dit, du point de vue technologique et du point de vue des solutions. On doit vraiment penser à la première ligne, aux professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement des médecins, mais évidemment qui incluent les généralistes. Puis on doit penser à des façons d'amener notre système de santé aussi à s'appuyer sur des technologies plus frugales, donc plus faciles d'utilisation, plus abordables, qui ne nécessitent pas les grands plateaux techniques qui sont uniquement disponibles dans les centres urbains. Puis, c'est ça, peut-être dernière chose, on est face à une population vieillissante, on a des problèmes chroniques qui sont très présents. Donc, on doit aussi avoir des bons outils en capacité pour les rendre en mesure de pouvoir gérer la chronicité et s'adapter. Donc, ce type de prospective-là, pour moi, est fondamental du côté de la santé. Puis, dernière chose, puis là, je fais le lien avec les travaux de Franck. Il faut absolument qu'on intègre l'éco-responsabilité dans notre manière de réfléchir les systèmes de santé. Je pense qu'au Québec, on est affreusement en retard, là, mais si on pense que le Royaume-Uni a un agenda net zéro pour 2040, je pense qu'il y a vraiment de la place là, du côté de la santé à ce qu'on prenne en considération nos expertises disponibles sur la transition écologique. Pour te répondre, Normand, alors d'abord, petite confidence, c'est que moi, personnellement, j'aurais beaucoup aimé qu'on fasse un défi sur système de santé et transition écologique, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a d'autres choix qui ont été priorisés. Bon, alors donc je ne peux pas livrer là du résultat directement sur le sujet, mais peut-être de manière plus générale sur deux points. Le premier qui va recouper beaucoup ce qu'a dit Pascal, d'une manière générale, un des problèmes qu'on a pour aborder la question de la transformation sociétale qui est un peu devant nous, là, on parlait de l'écologie, mais le numérique est là aussi. Donc, je veux dire, qu'on se tourne d'un côté ou vers l'autre, on sait que cette transformation est là et que probablement elle va devoir être accélérée. C'est plus ça le problème, parce que la transition, on en a connu d'autres. Hein. On a connu 2 révolutions industrielles dans les pays occidentaux, etc. Il y a eu des transitions démographiques. Donc, transition, c'est quelque chose d'assez normal. La difficulté dans cette affaire-là qu'on a, c'est que c'est des évolutions qui vont se passer en 20-30 ans. C'est un temps très court. Et donc, le problème, c'est quelle est la capacité des systèmes à évoluer dans un temps si court. Donc, face à ça, là, un peu le réflexe de défense qu'on a dans la pensée occidentale, c'est le solutionnisme technologique. En disant, on va trouver la solution. Puis, je
je crois que dans le domaine de la santé, c'est quelque chose qui est très présent, puis de plus en plus présent. Puis il y a des raisons économiques liées au système capitaliste aussi qui font qu'il y a beaucoup d'offres qui arrivent sur la technologie, sur un marché économique de la santé. Donc, tout ce qu'on peut essayer d'apporter avec nos approches, c'est d'amener une pensée beaucoup plus systémique, c'est-à-dire de se dire, en mettant notamment une solution technologique dans ses contradictions, dans ses effets rebonds, dans ses effets pervers, en faisant des scénarios autour de ça, on amène beaucoup plus de points de discussion. Et en même temps, on amène ces points de discussion dans le futur, ce qui fait qu'on se détache quand même un petit peu d'un débat un petit peu très orienté aujourd'hui, idéologique, au fond, qu'on pourrait avoir. C'est souvent le problème, notamment sans parler du système de santé, mais dans la question de transition socio-écologique. Il y a des gens qui sont très croissance verte, qui pensent que la technologie va effectivement, puis le marché va nous aider à découpler les effets de la croissance et puis ceux de l'impact environnemental. Puis il y a les décroissancistes qui disent vous croyez n'importe quoi, il faut absolument décroître. Bon. Ça, ces débats-là, on n'arrive plus à les dénouer, là, on n'arrive pas bien à les dénouer. Donc, cette projection dans le futur, ça permet de les dénouer plus facilement. C'est-à-dire qu'on ne se met pas dans ces enjeux-là de conflit. L'autre point qui est vraiment pas facile, c'est le management de la transition. Parce que les systèmes socio-techniques, comme le système de santé, là, c'est un système socio-technique avec des règles juridiques, morales, beaucoup de technologies, beaucoup de protocoles. Enfin, ces systèmes, leur façon de fonctionner, c'est de se reproduire, puis d'évoluer de façon incrémentale. Puis, évoluer de façon incrémentale, ça ne suffit pas à changer de système en 30 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme innovation un peu marginale, mais un peu radicale autour du système, puis essayer de mettre dans une arène des gens qui sont vraiment dans le système de santé, puis des gens qui sont porteurs d'idées complètement nouvelles et parfois déjantées, pour voir s'il peut y avoir un peu d'hybridation. Parce que je pense que c'est en hybridant des nouvelles façons de faire et en autorisant l'expérimentation, mais je comprends que ce n'est pas simple d'expérimenter dans le domaine de la santé parce que la question assurantielle, de toute façon, est très importante, par exemple. Donc, c'est ce que je dis, vous pouvez très bien, n'importe qui dans la salle peut très bien me dire, mais il parle de ce dont il ne connaît pas. Mais par exemple, si on parle de l'utilisation du pétrole ou de la dépendance automobile, qui est un domaine que je connais mieux, on sait qu'on peut faire ce genre de choses. Et c'est aussi un domaine dans lequel les blocages sont très intenses. Donc, voilà. Merci. En fait, et là, j'ai une autre question, puis ça tombe bien. Moi aussi, j'avais un peu cette question-là dans ma liste préparée de questions. Je ne vous le cacherai pas. Gabriel nous a posé une question en clavardage, puis je vais vous lancer sur cette piste-là. Je reviens à vos deux études originales, là, les deux. Frank, tu as parlé là, je ne vais pas dire de chiffre en l'air, là, mais tu as parlé de nombreux ateliers, puis près de 300 participants. Tu as eu, Pascal, de ton côté, il y a eu 4 ateliers, mais une dizaine de participants, dont entre 40 et 50 participants. Donc, tout ça, quand même, a fait que les gens qui ont participé, en fait, les acteurs, est-ce que vous trouvez, la première question qui est posée dans le clavardage, puis après ça, je vais la reprendre à ma façon, mais avez-vous ressenti de l'optimisme ou du pessimisme par rapport à ceux qui ont participé à vos études? Quelle était la posture des participants? Et il pousse plus loin sa question en se disant, et est-ce que finalement, les propositions qui ont été faites ou ce que ça a amené comme réflexion, ça a poussé les participants à changer dans vos ateliers, c'est-à-dire ceux qui ont participé, qu'est-ce que ça a eu comme retombée chez eux? Et moi, même, en fait, je vais pousser plus loin. Ma question était, une fois que vous avez fait vos ateliers, vos participants eux-mêmes en sortent peut-être ou pas transformés, je vais vous entendre là-dessus. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait pour mobiliser ce que je viens d'apprendre dans l'atelier en dehors, avec les autres qui n'auraient peut-être pas participé? Donc, ma question serait en deux temps. Ceux qui ont participé à vos ateliers, finalement, pessimistes, optimistes, comment ces gens-là se sont réappropriés les résultats de votre atelier? Et en deuxième temps, je fais quoi avec ces résultats-là pour les autres qui n'étaient pas avec vous dans vos ateliers prospectifs? Pascal, allons-y. Très intéressant. Je pense qu'il y a toujours un peu des deux, pessimisme et optimisme. C'est sûr que le type d'atelier puis la plateforme en ligne qu'on a créée, les gens ont participé parce qu'ils étaient interpellés. Donc, je pense que moi, ce qui me frappait de l'étude, c'est comment qu'ils étaient contents qu'on leur accorde de l'espace. Ils aimaient aussi entendre d'autres points de vue pour se réajuster. Donc, la transformation, Normand, des fois, ce n'est pas une transformation radicale du tout au tout, mais c'est clairement une transformation dans l'approfondissement puis la mise en perspective.
Puis la mise en perspective, pour moi, c'est un atout parce que c'est à travers les nuances qu'on peut se construire des futurs désirables. Donc, un peu des deux. Moi, ce que je crois qui est plus dangereux que le pessimisme, c'est le cynisme. C'est-à-dire parce que le cynisme, ça mène à une démobilisation, ça mène à accepter peut-être ce que Franck appelle des futurs redoutables, ça mène à accepter des verrous qui sont souvent de l'ordre de l'imaginaire. Hein. Des fois, on parle de l'économie comme si c'était implacable, mais l'économie, c'est un ensemble de conventions, là. Il n'y a rien de coulé dans le béton de tout ça. Donc, pour moi, le plus grand danger, c'est le cynisme. Donc, c'est important quand on fait de la consultation publique d'aider à construire des récits du futur qui soient engageants. On a besoin de ça en ce moment, puis je pense que COVID-19 fait juste le confirmer. On a besoin de se projeter dans l'avenir pour être mieux ancré aujourd'hui et peut-être dans cet ancrage-là aujourd'hui, rentrer dans ce que Chemin de transition nous invite à faire. Hein. Tu sais, je pense une des distinctions entre ce que j'ai fait, qui avait des composantes académiques, on voulait comprendre. Puis là, je ne dis pas que Franck ne veut pas comprendre, mais Chemin de transition s'appuie aussi sur des expertises d'activistes, donc des gens du terrain qui amènent à transformer. Peut-être là, j'ouvre pour que Franck prenne la balle au bon. Eh ben, en fait, je répondrai même tout d'abord, avant même de parler des participants, je parlerai de moi. Je veux dire que faire chemin de transition, c'est ce qui me permet de me lever le matin sans être… Ça m'a résolu mon problème d'éco-anxiété, en fait. Donc déjà, en fait, il y a eu puis c'est pareil dans mon équipe, qui sont plutôt des jeunes chargés de projets. Et au fond, ce que je dis là, un peu à la blague, c'est vrai aussi pour les participants aux études co-design, parce que cette question de transition, de transformation profonde dont on ne sait pas si reporte sur nos comportements individuels ou sur l'action politique, les deux mélangés, mais on voit que le politique ne bouge pas. Donc, ce mur, puis le mur qui est représenté par la courbe de la décroissance de l'émission des GES, qui est de plus en plus verticale, où il faudrait qu'en 2030, on ait divisé par 4 ou 5 nos émissions de GES, alors que c'est demain, et qu'on voit bien que le système ne bouge pas si vite. Le fait de participer à ces ateliers, ça libère vraiment. Donc, ce n'est pas tant que les scénarios soient optimistes ou pessimistes, ils ne le sont pas, ils sont mixtes en quelque part, ils dessinent des futurs possibles ou plausibles, ce serait la même chose. Mais ça libère énormément de sens, ça redonne de la capacité à agir individuelle et collective. Si les gens savent, ben oui, si on est capable d'aller vers ça, et puis, chemin de transition ne s'arrête pas à ça, puisqu'on livre à la fin des chemins, c'est-à-dire, en gros, c'est une soixantaine d'étapes, on appelle les jalons, qui couvrent à peu près l'essentiel du système socio-économique du Québec, pour chaque thème, qui montre qu'on est capable d'y arriver si on passe par ces étapes. C'est un chemin possible, ce n'est pas un chemin prescriptif, c'est pas on va se rater, etc. Mais ça montre que c'est vraiment, on a une possibilité de le faire. Donc l'optimisme, il est plutôt lié au fait que tout à coup, les gens retrouvent comme un sens sur le fait qu'ils aient une capacité à agir. Et rien que ça, évidemment, c'est assez essentiel. Après, ben, nous, on va faire ensuite du transfert. Donc, on va travailler avec notamment des groupes communautaires, notamment des organismes qui eux-mêmes travaillent avec des milieux locaux, qui sont des groupes de citoyens engagés dans la transition. Donc, au niveau de ce transfert, nos départs on ne voulait pas refaire des co-design prospectifs parce qu'ils étaient contributoires à la vision. Puis, il faut qu'on ait fait ça, c'était fait. Mais en fait, on nous les redemande parce que les gens trouvent que c'est comme une excellente propédeutique, une hygiène mentale finalement indispensable pour justement se redonner cognitivement quelque part ce sens et cette capacité à agir. Merci. Puis, je vais y aller avec une dernière question. Tu as nommé, Franck, des jeunes chargés de projet. Ça m'a amené vers la piste quand même de les étudiants au doctorat. Si je veux, un des objectifs quand même de ces chantiers-là qu'on fait ici, c'est quand même de pouvoir inspirer les autres, hein, les chercheurs, d'inspirer les nouvelles pratiques, ces choses-là. Et ça passe par nos étudiants au doctorat, post-doctorat, maîtrise, ces choses-là. Je vous entends parler des partenariats, des stratégies de mobilisation, des grands déploiements d'études. Comment vous voyez ça, en fait, les étudiants au doctorat, à la maîtrise ou au post-doctorat dans des tels projets? Est-ce qu'on les voit comme des projets… En fait, je vais formuler la question comme ça. Comment inspirer, en fait,
les projets doctoraux ou des projets justement de recherche de nos étudiants dans les différentes disciplines, un peu partout, pour en arriver à des approches justement qui vont être différentes, des choses qui vont peut-être permettre la projection dans le futur, des choses comme ça. Je serais curieux de vous entendre comment vous êtes amené comment vous avez réfléchi votre projet en conséquence de tout ça, puisque j'entends quand même des partenaires, beaucoup de liens à faire, beaucoup de ponts pour des chercheurs chevronnés, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est plausible pour des étudiants en fait? Donc, Pascal? Bonne question. Peut-être ce que je ferais, c'est la remettre dans le contexte actuel, ou en tout cas ma lecture du contexte actuel. Tu sais, en 2022, on est face à des défis super importants, que ce soit les objectifs de développement durable ou de d'autres natures. Puis pour moi, le rôle universitaire ne se limite pas à, mais doit absolument nous amener à développer des solutions. Donc, oui, on a besoin de connaissances, de curiosité intellectuelle, mais je pense que cette série de webinaires nous fait un appel à l'inventivité. Donc, je crois qu'on a besoin de mettre ensemble nos cerveaux pour arriver à tester, imaginer, puis mettre en œuvre des solutions aux grands défis du 21e siècle. Donc, ce type de posture-là, selon moi, est une posture tout à fait souhaitable, puis qui peut se développer chez les doctorants. Au niveau de la maîtrise, on a à apprendre des rudiments, des choses de base, mais je pense que le doctorat ouvre cet horizon. Il ne faut pas non plus réinventer la roue, hein. Des partenariats, des fois, nos groupes de recherche les ont déjà établis. Donc, ce que nous, on peut faire comme vieux chercheurs, c'est de faciliter ces liens-là avec des partenariats qui sont ancrés dans des liens de confiance et de collaboration fructueuse. Donc, c'est ça, je pense que c'est un appel à la collaboration puis à l'inventivité, parce que nos doctorants font la science dont on a besoin demain, et un demain très, 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 très proche, là. Je répondrai sur 3 points rapides. Le premier, c'est, en fait, déjà, chacun jeune chercheur ou moins jeune peut déjà se renseigner sur ces défis de demain qui sont amenés à la recherche. Puis, regardez, quelque chose de très simple à faire, mais je ne sais pas si c'est connu. Le gouvernement fédéral a un organisme de prospective qui s'appelle Horizon Canada. Et Horizon Canada a fait avec le CRSH toute une étude sur les défis de la recherche de demain dans tous les domaines. Et déjà, c'est tout simple, et puis ce n'est pas toujours aussi décoiffant là, que des choses qu'on fait, mais c'est quand même intéressant tout simplement d'aller voir, parce que vu la rapidité des changements contemporains, et vu le temps qu'il faut pour faire une recherche et pour publier, autant se dire qu'on va vers les défis de demain plutôt que ceux d'hier. Bon, déjà, ce serait quand même une bonne façon de faire. Ensuite, en ce qui concerne proprement par les chemins de transition, sur nos 3 grands défis, nous allons avoir des rapports assez détaillés. Puis ces rapports, c'est comme des rapports qui peuvent être considérés aussi comme des agendas de recherche. C'est-à-dire que les 60 et quelques jalons de la transition alimentaire qui couvrent toute une série de sujets variés, qui vont d'ailleurs du numérique, de l'intelligence artificielle jusqu'à des dimensions culturelles, voire même un peu mystiques autour de l'alimentation, etc. C'est beaucoup de ces jalons-là, on ne sait pas forcément comment les atteindre aujourd'hui. Il y a énormément de problèmes que ça pose, il y a beaucoup de défis là-dedans. Et donc, c'est comme autant d'agendas de recherche possibles, tout en contribuant à une intelligence collective. Donc, c'est une autre façon de s'inscrire d'utiliser ce type de matériel. Et ça fait partie de nos objectifs et d'autres missions, de livrer en quelque sorte des agendas de recherche collectifs, notamment à la communauté U2M sur les grands défis, en tout cas dont on traite. Et puis, en fait, moi, je forme des étudiants à la maîtrise en urbanisme. En fait, je les forme dans un cours, c'est un cours d'atelier, à mener des quotidiennes prospectives pour des projets urbains, de quartier, etc. Ils apprennent ça, et une fois qu'ils l'ont appris, ils peuvent le mettre en œuvre. C'est sûr que nous, on mobilise beaucoup de connaissances assez larges, mais il y a il n'y a pas besoin d'une revue de littérature si énorme pour capter des tendances, des signaux faibles, des tendances émergentes, des exemples, des références ailleurs, et pour s'en servir, pour construire des scénarios au fond, et pour mettre ça en discussion. Et pour essayer. Donc, c'est quelque chose qui est abordable au niveau de. Ça peut être utilisable de façon facile. Il y a des éléments de rigueur à faire dans la construction des scénarios. Il
c'est rigoureux, je veux dire, ça ne se fait pas n'importe comment. Ce n'est pas juste, ah oui, je me mets avec un crayon, puis je raconte un peu ce qui passe par la tête, mais c'est quand même abordable. Donc, en particulier, c'est des choses qu'on peut faire. Je vais le faire dans une école d'été sur la transition bientôt. Au moins faire l'initiation. En tout cas, c'est quelque chose qu'on se donne comme objectif aussi à travers plein de cours différents, d'ailleurs, dans différents cursus à l'Université de Montréal. Voilà. Merci. Et il reste encore 2 minutes. Là, je vais finir à -5 pour vous laisser le temps de faire la transition. Mais Franck, la question est pour toi, mais après ça, Pascal aussi, j'imagine. Mais l'initiative Génération 2030 de l'UNICEF, que pensez-vous de ça? Est-ce que je vous la lance si vous la connaissez, mais ça, je suis allé voir le site rapidement et j'ai l'impression que c'est précisément de ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, Eh ben, je ne connaissais pas, donc moi aussi, je vais aller voir ça dans le détail. Et puis, merci beaucoup, Corélia, de ce lien. Je ne connaissais pas cette initiative qui cible les jeunes, j'imagine. Et donc, c'est aussi un enjeu très important. Mais je vous renverrai aussi à l'UNESCO qui a un laboratoire des futurs un peu partout et qui vise notamment à développer ces outils de capacité anticipatoire de futur, notamment en Afrique, notamment dans les pays du Sud, où cette expertise est très, très peu présente et où les enjeux de mutation sont énormes. Et donc, cet objectif, l'UNESCO a dit que la littératie des futurs, c'était un de ses grands objectifs du XXIe siècle. Donc, je pense qu'on participe d'un mouvement, puis que c'est un mouvement qui est important aujourd'hui. Voilà. ouais, puis si je préfère le pas, en tout cas, je suis allé voir, mais on est clairement dans les approches prospectives ici. Ici, c'est dans l'enfance en 2030, mais ces choses-là. Donc, mais je vous remercie de votre participation, vraiment. Et en passant, Franck, le site d'Horizon était déjà partagé dans le clavardage. Pascal, le site de ta bande dessinée, il était partagé dans le clavardage. Et j'imagine que si les gens ont des questions, en fait, ils peuvent quand même vous les adresser, vous les envoyer, là. Mais j'espère que vous avez apprécié, en fait, et que vraiment, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer soit avec Pascal ou avec Franck. Vos projets se poursuivent. Vous avez d'autres initiatives, en fait, j'imagine. Donc, peut-être le mot de la fin, un chacun. Peut-être, on a commencé au début avec Franck. Donc, je vais commencer avec Franck et Pascal, tu finis avec 1 minute chacun. Donc, Pascal, tu auras le mot de la fin pour conclure le webinaire. Franck, 1 minute. Ben, c'est ça. Je pense qu'il faut peut-être plus généralement, au-delà de cette question de la prospective, il ne faut pas hésiter lorsqu'on est dans… Nos logiques scientifiques sont très codifiées, mais on peut aussi atteindre la connaissance par d'autres moyens, et notamment les moyens qui sont en lien avec la créativité, avec des outils, y compris la médiation artistique. C'est des choses aussi qu'on cherche à développer à l'Université de Montréal. C'est d'autres façons d'aller chercher de la connaissance, tout aussi important, je dirais, que des protocoles dits scientifiques classiques. Évidemment, ça ne se substitue pas, c'est complémentaire, mais je dirais qu'il faut vraiment ne pas hésiter à s'ouvrir à ces autres modes d'acquisition de connaissances. Peut-être mon mot de la fin, c'est que je ferai écho à Bernard Dumais dans le chat qui dit qu'il y a toujours un enjeu de trouver sa place ou de se questionner sur la place qu'on a dans la vie. Je pense que c'est le type de question que je me posais avant mon doctorat, après mon doctorat, encore aujourd'hui. Puis, le type de projet que j'ai décrit, là, on a dû remercier là, minimum 25 personnes dans ce type d'études-là parce qu'on avait besoin d'aller chercher l'expertise, les points de vue, les astuces, les trucs, les anxiétés, les désirs d'un paquet de monde pour arriver à faire quelque chose de navigable puis qui peut être appréhendé. Donc, moi, je crois beaucoup, puis des fois, c'est un peu cliché, Normand, quand on dit que la recherche, c'est un travail d'équipe, mais cette étude-là, c'était que ça. C'était fondamentalement ça, puis c'était à la fois de reconnaître nos incompétences, nos incertitudes, de valoriser puis d'être, je dirais, en admiration devant les compétences des autres. La personne qui a modéré nos groupes de discussion, c'était quelqu'un très terrain, un communicateur super fort. Il est allé dans les milieux communautaires chercher des participants. Puis, la troupe de comédiens amateurs qui a participé à nos vidéos, ils nous déconstruisaient nos textes parce qu'ils nous disaient, ben non, on ne peut pas dire ça comme ça. Puis, je les ai quand même obligés de remercier le robot parce que là, la comédienne me disait, je ne vais pas remercier un robot. J'ai dit, non, 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 il faut le remercier parce que c'est un robot compagnon. Donc, tout ce travail-là d'être ensemble, je pense que ça nous aide à trouver notre place dans la vie.
puis surtout de se projeter dans un futur qui fait qu'on a envie de se lever le matin comme Franck. Ben, merci, en fait, pour ce mot inspirant-là. Puis, ben, merci à ceux qui étaient participés. C'est enregistré. Partagez le lien ensuite de ça. N'hésitez pas à partager aux autres. Et puis, bien, suivez les activités de notre groupe sur l'inventivité. Merci à tous.